Avez-vous déjà fait un rêve lucide, vécu une expérience de sortie du corps ou eu un moment mystique qui vous a poussé à changer votre vision du monde? Vous êtes-vous déjà demandé comment ou pourquoi cela s'est produit? Avez-vous déjà souhaité revivre une expérience similaire? C'est un moment transcendantal où nous quittons tout ce qui est connu pour explorer le domaine de l'inconnu, comme si le mystère de soi-même se révélait. Je vais commencer par vous présenter la glande pinéale et deux neurotransmetteurs importants, la sérotonine et la mélatonine. Commençons par le terme pinéal, qui se prononce comme il est écrit. Pinéal signifie « en forme de pomme de pin ». En effet, le corps pinéal ressemble à une pomme de pin. Ce n'est pas un hasard si elle a été nommée ainsi en raison de sa forme. Le corps pinéal est une petite glande, à peine plus grosse qu'un grain de riz. Elle est située juste entre l'arrière de la gorge et l'arrière de votre tête. Savoir où elle se trouve est très important, car lorsque vous commencerez à apprendre à l'activer, vous devrez être conscient de son emplacement pour pouvoir concentrer votre attention sur elle. Nous disons souvent que l'énergie va là où se porte l'attention. Plus vous y prêtez attention, plus vous en serez conscient, plus vous resterez présent grâce à elle, et plus vous utiliserez votre énergie pour l'activer. Bingo! Le corps pinéal est très sensible à la lumière. Le corps pinéal est visible, qu'elle soit naturelle, lumière du soleil, ou artificielle, celle que nous avons à la maison ou au bureau. Une fois que nos yeux sont ouverts et perçoivent la lumière, le nerf optique capte la fréquence lumineuse et envoie un signal à un noyau situé dans le cerveau, le noyau suprachiasmatique. Ce noyau envoie un signal au système nerveux sympathique qui transmet ensuite ce signal au corps pinéal. Le corps pinéal est alors responsable de la production de la sérotonine, un neurotransmetteur qui agit pendant la journée et, une fois activé, nous rend conscients de notre existence dans l'espace et le temps. La sérotonine génère une onde cérébrale particulière, les ondes cérébrales bêta, qui nous poussent à être plus attentifs au monde extérieur. Grâce à la sérotonine libérée, nous restons actifs et occupés tout au long de la journée. Ce graphique représente la faible fréquence de la lumière visible qui existe dans le spectre électromagnétique. C'est un petit éclat dans l'ensemble de la réalité à laquelle nos yeux et nos sens sont les plus sensibles. En cas de baisse ou d'absence de lumière, l'absence de cette longueur d'onde lumineuse atteint généralement l'arrière de l'œil et le nerf optique réduit la libération de sérotonine dans le cerveau. Cette absence de lumière envoie un signal au noyau suprachiasmatique qui ralentit le système nerveux sympathique. Le corps commence alors à produire une autre substance chimique, la mélatonine. La mélatonine est le neurotransmetteur qui agit la nuit. Lorsque le taux de mélatonine commence à augmenter en raison de l'obscurité de la nuit, notre cerveau ralentit progressivement ses ondes cérébrales, passant du rythme alpha au rythme θ, puis finalement au rythme delta. Grâce à la mélatonine, notre corps se repose et se régénère. La sérotonine nous fait nous lever le matin, tandis que la mélatonine nous envoie au lit le soir. Ce sont deux neurotransmetteurs importants qui fonctionnent selon un rythme appelé rythme circadien. Lorsque vous vivez dans un environnement et un lieu spécifique dans le monde, la chimie de votre cerveau est conditionnée pour percevoir la lumière du lever et du coucher du soleil. Il existe un acide aminé appelé tryptophane, qui est la matière première ou l'élément fondamental de la sérotonine et de la mélatonine. Le tryptophane se transforme en 5-hydroxytryptophane qui déclenche un autre cycle chimique. La sérotonine obtenue passe par un autre processus organique et devient ensuite de la mélatonine. Ce sont donc des cycles chimiques simples qui se déroulent dans le corps pinéal situé à l'arrière du cerveau et qui facilitent ce processus en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence de la lumière visible sur un cycle de 24 heures. Les niveaux de mélatonine atteignent leur maximum entre 1 heure et 4 heures du matin.
Il est important de le savoir car lorsque nous activons le corps pinéal, il est préférable de se réveiller assez tôt lorsque les niveaux de mélatonine sont à leur apogée. Les niveaux de mélatonine diminuent lorsque les hormones de stress augmentent. C'est une fonction qui s'est très bien adaptée au fil des ans dans l'environnement. Lorsqu'un événement stressant ou dangereux survient, lorsque nous percevons une menace dans l'environnement, nos hormones de stress s'activent. Notre système de lutte ou de fuite, ou système nerveux sympathique, se prépare au danger. Tant que nous percevons une menace dans notre monde extérieur, il est préférable de ne pas aller se coucher, car le sommeil nous rendrait plus vulnérables en tant que proie potentielle. Lorsque le taux de mélatonine diminue et que les hormones de stress augmentent, notre rythme de sommeil est perturbé, car la matière première qui nous permet de dormir n'est plus présente. Lorsque le stress diminue, que nous ne sommes plus en mode survie ou en mode d'urgence, la mélatonine augmente et le corps peut se reposer, se régénérer et se réparer. Concernant la mélatonine, les études sont très intéressantes car elle est impliquée dans de nombreux processus biologiques importants. La mélatonine est responsable de la réparation et de la réplication des cellules. Elle inhibe également la production excessive de cortisol en réponse au stress. En d'autres termes, si vos niveaux de mélatonine augmentent, les hormones de stress diminuent. Administrer ou ajouter de la mélatonine peut parfois suffire à permettre un sommeil réparateur. La mélatonine améliore également le métabolisme de nos glucides, un concept intéressant, car autrefois, le stress ou le mode survie était principalement lié à la famine ou au manque de nourriture. Encore aujourd'hui, lorsque le gène de la survie est activé, le corps stocke soudainement les glucides sous forme de graisse pour créer une réserve d'énergie. Les personnes constamment stressées stockent toujours des glucides sous forme de graisse. La mélatonine a tendance à rompre ce cycle. Elle diminue les niveaux de cortisol, adoucit ou atténue la dureté des artères, augmente les réponses immunitaires et améliore le métabolisme. Elle réduit certaines réponses corporelles observées chez les animaux de laboratoire et prolonge leur durée de vie de 25% dans certaines expériences. Elle joue un rôle important dans la neuroprotection du cerveau, favorise un sommeil réparateur, est un antioxydant puissant contre les radicaux libres et lutte contre les maladies cardiaques, les inflammations et les accidents vasculaires cérébraux. Il est crucial de se rappeler ces informations sur la mélatonine. La mélatonine est essentielle car elle répare et régénère notre corps. Voici le symbole égyptien ancien que nous appelons l'œil d'Horus. À droite, vous voyez ce que nous appelons une coupe du cerveau. Si vous divisez le cerveau en deux parties par le milieu et que vous les séparez, vous obtiendrez une vue latérale du cerveau. Et la ressemblance est frappante entre le cerveau, siège du système nerveux autonome, et l'œil d'Horus. Il faut savoir que cela représente une sorte de vision intérieure. La glande pinéale est également connue sous le nom de « troisième œil », car une fois stimulée et activée à un niveau supérieur, elle nous donne une vision appelée séquence de Fibonacci ou nombre d'or. Si vous placez ce nombre tout autour de la circonférence du cerveau, cela devrait indiquer l'emplacement exact de la glande pinéale. Dans la nature, de nombreux éléments suivent le motif de ce nombre d'or: l'univers, les coquilles, la forme interne des fleurs et bien plus encore. Le corps possède un système de 2 veines artérielles qui entrent et sortent. Sa circulation sanguine est riche et dense. J'ai découvert un article intéressant sur les caractéristiques et le rôle potentiel des cristaux transélectriques dans la glande pinéale. Le résumé dit que la glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien responsable de la régulation du cycle physiologique. Une nouvelle forme de biocristaux a été étudiée dans la glande pinéale humaine. Elle est composée de petits cristaux de moins de 20 micromètres de longueur. Ces cristaux pourraient jouer un rôle de transducteur biologique grâce à leur structure et à leurs propriétés électriques. Il s'agit d'un langage technique, mais il n'y a que 2 termes sur lesquels vous devez vous concentrer: propriétés électriques et transduction.
Le document suivant précise que les cristaux de la glande pinéale sont similaires à une batterie faite d'une fine feuille, dont la surface plane est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cristal. Pour vous aider à visualiser, pensez à des cristaux de carbonate de calcium ou de calcite, qui ont la forme de pyramides empilées les unes sur les autres à l'intérieur de la glande pinéale. Si nous appliquons une contrainte mécanique, c'est-à-dire si nous comprimons ces cristaux, cette action génère un champ électromagnétique externe et transforme une forme d'énergie mécanique en une autre forme d'énergie, une charge électrique. Ces cristaux se trouvent dans votre glande pinéale. Beaucoup d'animaux ont aussi ces cristaux dans leur glande pinéale. Par exemple, les pigeons voyageurs sont équipés de ces minuscules cristaux, tout comme vous et moi, et ils sont très sensibles à l'énergie électromagnétique. Comme la Terre possède son propre champ électromagnétique et que les pigeons peuvent se connecter à ce puissant signal, ils peuvent se déplacer d'un endroit à un autre en s'orientant grâce à lui. Les effets électriques piézoélectriques sont la capacité de certains matériaux à générer une charge électrique en réponse à une contrainte mécanique. Le terme piézoélectrique vient du grec piezo, qui signifie serrer ou presser, mais aussi du mot grec pousser. L'une des caractéristiques uniques de l'effet piézoélectrique est qu'il est réversible. Les principaux matériaux qui génèrent directement cet effet produisent de l'électricité lorsqu'une contrainte est appliquée, mais ils génèrent également un effet piézoélectrique inverse, c'est-à-dire qu'ils génèrent une contrainte lorsque le champ électrique est appliqué. Lorsqu'un matériau piézoélectrique est soumis à une contrainte mécanique, un mouvement constant de charges positives et négatives se produit dans le matériau, ce qui entraîne une charge électrique dans la direction opposée. Le champ électrique externe va alors soit étirer, soit comprimer le matériau piézoélectrique. Cela peut sembler complexe, mais restez concentrés, car je vais vous expliquer ce processus. Comment comprimer ces cristaux à l'intérieur de notre cerveau et leur appliquer une contrainte mécanique alors que notre cerveau est entouré par cette cavité d'ivoire qu'est le crâne. Le cerveau est relié à la colonne vertébrale par un os appelé sacrum, situé à la base de la colonne vertébrale. C'est l'un des systèmes les plus fragiles de votre corps, le système nerveux central. Sans votre système nerveux, vous ne pourriez pas digérer vos aliments, vider votre vessie ou même bouger. Votre système nerveux est comparable aux fils électriques qui alimentent une machine. Ce système fermé est rempli de liquide céphalo-rachidien. Ce liquide a des fonctions fondamentales. Il génère un effet de flottement pour le système nerveux central, il joue un rôle neuroprotecteur contre les traumatismes en CA de mouvement ou de choc, il protège le cerveau et la moelle épinière contre les os, il transporte également les liquides, les substances chimiques et les nutriments vers le système nerveux. Et enfin, il améliore la conduction des charges électriques dans le système nerveux. Lorsque vous inspirez, les sutures de votre crâne s'ouvrent. Lorsque vous expirez, les sutures se referment. En même temps, à la base de votre colonne vertébrale, où se trouve le sacrum, lorsque vous inspirez, le sacrum se déplace vers l'arrière. Et lorsque vous expirez, le sacrum se déplace vers l'avant. Imaginez tout cela comme un système d'ouverture et de fermeture des sutures. En inspirant profondément et en contractant vos muscles, vous poussez le liquide céphalo-rachidien vers le haut, contre la gravité. En expirant, vous créez un mouvement qui stimule les cristaux de la glande pinéale. Cette stimulation des cristaux de la glande pinéale les active électriquement. Une fois activés électriquement, ils fonctionnent comme un récepteur radio dans votre cerveau. Lorsque vous prenez une longue inspiration profonde, en contractant vos muscles intrinsèques, vous envoyez de l'énergie dans votre cerveau et activez ces cristaux. Une fois que cette énergie commence à se déplacer, elle génère un champ électromagnétique autour de votre corps, comme un aimant qui a un pôle nord et un pôle sud.
Plus la polarité entre ces S2 pôles est forte, plus le champ électromagnétique invisible autour de l'aimant sera puissant. Vous ne pouvez pas percevoir ce champ avec vos sens, mais il existe. De la même manière, votre corps est un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Dans de nombreuses cultures asiatiques, cela est connu depuis des milliers d'années. Certaines études menées à l'université de Yale ont montré que dans la majorité des CA, la charge positive se situe au niveau de la tête, tandis que la charge négative se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale. En d'autres termes, un champ électromagnétique invisible prend la forme d'un œuf. En fait, le corps humain fonctionne de manière similaire. Nous savons que jusqu'à l'âge de 35 ans, la majorité de notre énergie est stockée inconsciemment dans notre corps et 5% sont stockés dans notre cerveau et notre esprit. Ce que vous ressentez est généré par vos pensées, et si ces pensées sont liées à la colère, à l'agression, à la peur, à la culpabilité ou à la honte, vous les transformez en énergie et les stockez dans les centres inférieurs de votre corps. En ressentant ces mêmes émotions encore et encore, si nous vivons selon les 3 premiers centres de notre corps, nous allons continuer à transformer cette énergie en matière chimique, réduisant ainsi le champ d'énergie qui entoure notre corps. C'est ainsi que nous devenons de plus en plus matière et de moins en moins énergie, plus particules et moins ondes. Ces 3 premiers centres consomment l'énergie de ce champ pour produire des substances chimiques, nous épuisant ainsi. Nous finissons par devenir comme un morceau de métal sans champ électromagnétique, sans magnétisme. Beaucoup d'énergie est alors stockée dans notre corps et très peu dans notre cerveau. Mais il doit forcément exister un moyen pour que l'esprit se libère et que l'énergie revienne au cerveau. Nous allons prendre l'énergie utilisée pour digérer un repas, réagir à quelque chose ou à quelqu'un, et au lieu de la laisser dans le corps, nous allons l'amener au cerveau. C'est grâce à cela que nous pouvons ramener l'énergie au cerveau. Le liquide céphalorachidien contient des protéines, des sels et une solution aqueuse. Si vous chargez une molécule de ce liquide, elle gagne ou perd des électrons, acquérant ainsi une charge positive ou négative. Pour cet exercice, vous allez inspirer tout en contractant vos muscles intrinsèques. Le fait de contracter CS muscles et de coordonner CS actions provoque la montée du liquide céphalorachidien vers le cerveau. Imaginez que vous inspirez profondément et contractez vos muscles. Vous suivez votre respiration et la dirigez vers la glande pinéale. Une fois que cette énergie arrive au cerveau, elle commence à produire un champ électromagnétique plus fort, comme un aimant. C'est grâce à tout cela, à la contraction de vos muscles, à votre respiration profonde et à la concentration de votre attention sur cet objectif, que cette énergie se déplace et que quelque chose se produit. Notre système nerveux sympathique s'active. Une fois activé, le système nerveux sympathique envoie de l'énergie au cerveau. L'énergie monte dans la colonne vertébrale et en atteignant le cerveau, elle commence à générer un champ électromagnétique. Cette énergie située à la base de notre colonne vertébrale se déplace lentement, mais elle devient plus rapide au fur et à mesure qu'elle monte. Lorsque cette énergie atteint le cerveau, elle génère un champ électromagnétique autour du corps. La glande pinéale commence alors à libérer des substances chimiques importantes dont nous parlerons dans le prochain épisode. Grâce à cette respiration, à cette énergie, à l'activation du système nerveux sympathique et à sa fusion avec le système nerveux parasympathique, la personne libère soudainement une grande quantité d'énergie dans son cerveau. Le tronc cérébral est équipé d'une structure que nous appelons le thalamus. Ce portail est normalement fermé et est relié à un système que nous appelons le système réticulaire activateur, SRA, chargé de réguler les niveaux de conscience. Si votre chat est dans la cuisine et renverse quelque chose que vous entendez en pleine nuit, le système réticulaire activateur s'active et vous amène à un niveau de conscience plus élevé. Mais la plupart du temps, la stimulation vient de ce que vous entendez ou voyez.
Lorsque le système nerveux est stimulé de cette manière, l'énergie monte et le portail s'ouvre, permettant au cerveau d'entrer dans un état de superconscience, où les ondes cérébrales gamma sont générées. Les ondes cérébrales gamma sont liées à la superconscience. Le cerveau de la personne est désormais activé, et c'est extraordinaire. Mais les sensations et la stimulation sont similaires à celles d'un orgasme cérébral. Vous connaissez maintenant la glande pinéale et comment l'utiliser. Cette dernière, une fois activée, agit comme un récepteur radio pour transformer des informations au-delà des sens en images claires et significatives, comme une antenne de télévision qui capte les fréquences et les transforme en images. En résumé, la glande pinéale est un sujet fascinant qui se situe à la croisée de la science, de la spiritualité et du développement personnel. Que vous soyez sceptique ou non, il est indéniable que notre compréhension de la conscience est encore à ses balbutiements. Joe Dispenza nous invite à explorer ces territoires inexplorés avec un esprit ouvert, à utiliser la méditation pour activer notre potentiel caché et à transformer notre vie d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Si ces idées vous inspirent, je vous encourage à vous lancer dans cette exploration et à voir par vous-même ce que vous pouvez accomplir. Et rappelez-vous, chaque pensée est une graine. Quelle réalité souhaitez-vous cultiver aujourd'hui? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations et de partager vos pensées dans les commentaires. Ensemble, explorons les mystères de la conscience et découvrons le potentiel infini de notre esprit.